Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée d'information Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, un focus en deux temps ce soir. Dans un premier temps, au vu de la date, puisque nous sommes le 8 janvier, nous reviendrons sur des faits historiques, à savoir ce qui s'est passé en 1454 avec cette fameuse bulle papale qui autorisait et qui légitimait la traite négrière et l'esclavage. Dans un second temps, nous recevrons Gabriel Foy, qui est le nouveau président de la Chambre des métiers et d'artisanat, mais qui est sérieusement mis à mal dans cette chambre consulaire. Il nous expliquera ce qu'il s'y passe. Et en troisième partie, Yves-Lise Boisset, pour la politique, elle reçoit les candidats aux élections municipales de 2020, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mercredi 8 janvier 2020 et voici les titres de cette Info 10. Plusieurs écoles de Bémao ont subi des actes de vandalisme la nuit dernière. Et pour les parents d'élèves, effectivement, il s'agirait d'une opération signée par les syndicalistes, mais il n'y a pas de preuves. Puis nous parlerons de cette bonne nouvelle pour les Port-Louisiens dont la commune est revenue à l'équilibre budgétaire, un retour au vert qui rime avec baisse des impôts. Et enfin, nous partirons à votre rencontre voir ce que vous pensez de la fin des produits jetables en plastique. Et notez qu'hier soir, les Iraniens ont bombardé 2 bases américaines en Irak. Près d'une vingtaine de missiles balistiques ont été lancés pour venger la mort du général Qassem Soleimani. Des tirs qui ont bien atteint leur cible, mais selon Donald Trump, aucun Américain ou Irakien n'a été touché lors des frappes. Le président des États-Unis se dit ouvert à la paix avec ceux qui le veulent, mais s'apprête tout de même à sanctionner l'Iran. Il n'a pas précisé de quelle façon, mais on va sans doute éviter une troisième guerre mondiale. Et en parlant de conflits ouverts, la situation ne s'améliore pas à la ville de Bémao avec des saccages d'établissements scolaires. Pour les parents du groupe Pierre Mathieu, les dégradations seraient imputables aux syndicalistes. Mais comme je vous le disais, ils n'ont pas de preuves. Mais on les écoute au micro de Michel Depape. On ne sait pas, on n'a pas vu, mais on suppose. À la rentrée de septembre, il y a eu un mouvement, donc du coup l'école a été... la perturbation de la cantine, on a eu une perturbation de la cantine. Et donc du coup, une perturbation des cours parce que les enfants ne pouvaient pas suivre correctement. Il y a ceux qui venaient le matin et qui n'étaient pas là l'après-midi parce que les parents étaient en difficulté de pouvoir les emmener à l'école. Donc il y a eu une grosse perturbation à cause du problème de cantine qu'il y a eu sur la ville de Bémao. Je voudrais savoir les explications de ce qui se passe, pourquoi ces dégradations, pourquoi cette situation et pourquoi nos enfants et nous subissons cette violence, quoi. Maintenant, on suppose que c'est en relation avec le mouvement de grève, mais directement dire que ce sont les grévistes eux-mêmes qui se sont déplacés pour venir faire ça, quoi qu'il en soit, on ne peut pas le dire. Maintenant, nous, ce qu'on proteste, c'est la manière de faire, que ce soit les grévistes ou pas les grévistes d'ailleurs, parce que prendre des écoles, des enfants en otage, je trouve ça juste inadmissible, comme disait madame, parce que ce sont les enfants qui sont privés d'éducation, ce seront eux qui vont être en retard sur le programme, tout en sachant qu'on sort quand même de 2 semaines de vacances. Donc à aujourd'hui, penser que c'est une solution d'abîmer les écoles pour avoir ce qu'ils veulent auprès de la municipalité, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Là, on compte une difficulté où l'école est fermée, l'école est bloquée et tout est dégradé. Donc ça a été nettoyé quand même hier et aujourd'hui, on constate que c'est encore pire ce matin. Donc demain, les enfants ne pourront pas rentrer à l'école. On est en colère, qu'on est déçu, qu'on ne comprend pas et puis on veut comprendre, on veut savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi nos enfants sont pris en otage, pourquoi nous aussi sommes pris en otage. Parce que quelque part, on peut pas on est obligé de rester à la maison. Ceux qui travaillent sont obligés de s'arranger avec leur patron et c'est pas du tout facile, quoi. De toute façon, nous n'avons rien à dire, c'est ça. De toute façon, nous avons les situations contre tout le monde, nous n'avons rien à dire ça. Ça nous attend en tout cas rapidement, c'est que les agents obtiennent satisfaction par rapport à l'accord que nous signons
et que les maires reviennent à la raison, puisque nous pays étaient en permanence car on travaillait tout le temps et fait comprendre qu'il est appliqué, qu'il n'est pas appliqué. Et chaque fois, ces mêmes bitins-là travaillaient toujours lésés dans des situations, des décisions qu'il prend. Donc c'est ça nous attendons, qu'il va travailler satisfaction par rapport à l'accord que nous signons pour les choses revenir à la normale. UGTG qui demande un retour sur la table des négociations le plus rapidement que possible. Et si certains sont accusés de détériorer les écoles, eh bien le SPEG, lui, accuse le gouvernement de massacrer l'éducation nationale. Pour le syndicat des personnels de l'enseignement en Guadeloupe, la baisse démographique avancée par l'académie n'explique pas les coupes budgétaires et les suppressions de postes. Il se prépare donc à la mobilisation dès demain. Regardez. Dit déjà au mois de décembre, alors de la mobilisation du 5 décembre déjà contre la réforme des retraites, on avait déjà dit que le SPEG allait se mobiliser pour non seulement les problématiques de retraite, mais aussi les problématiques de suppression de postes, donc de la qualité même de l'éducation en Guadeloupe. C'est une hécatombe, c'est un massacre même de l'éducation en Guadeloupe. On nous fait croire que nous perdons des postes parce que nous perdons des élèves. Pour autant, on n'arrive pour autant pas dans cette académie à améliorer la réussite des élèves, à mieux former les élèves. Donc ça veut dire qu'il faut profiter de la baisse démographique pour améliorer la qualité. Mais l'académie n'est pas prête à arriver à cet objectif-là, puisque les suppressions de postes sont justement là pour nous empêcher d'y arriver. Les économies, le ministère fait des économies. On a remarqué que ces dernières années, il y a eu beaucoup de suppressions de postes. Cette année, le gouvernement, en 2019, le gouvernement avait annoncé qu'ils allaient en tout cas mettre un frein sur les suppressions de postes. Ça a été fait partout, sauf chez nous. Donc, encore une fois, nous continuons à payer le prix des économies que font le gouvernement sur la tête des enseignants et des jeunes guadeloupéens. Ça, c'est des économies au détriment de ces élèves, au détriment de la qualité, parce que nous disons à nouveau, oui, il y a une baisse démographique, non, elle ne justifie pas ce massacre, ces suppressions de postes à tour de bras qui nous sont imposées chaque année. On le voit tous les jours, on voit quand même que les élèves ont des difficultés, on voit que le taux d'illettrisme ne diminue pas tant que ça, il est plutôt bas en France, il est très élevé en Guadeloupe, eh bien nous disons qu'il y a quand même un souci. Lorsque nous regardons la richesse de la population, le taux de pauvreté en Guadeloupe à 20%, le taux de pauvreté en France à 9%, on peut s'interroger. Et lorsqu'on retrouve à peu près les mêmes chiffres pour l'illettrisme, on se dit mais comment la France peut nous faire croire qu'en supprimant des postes, ils vont nous aider à améliorer le système éducatif. Bien, c'est justement là l'objectif de cette Assemblée générale. Nous allons mettre en œuvre et mettre en place tous les moyens qui sont à notre disposition pour faire en sorte que l'école en Guadeloupe soit de qualité. Nous allons faire en sorte que les droits des personnels soient respectés aussi et l'avenir des élèves assuré. Le SPEG va parler, ça c'est sûr. Et je pense qu'on nous entendra et on nous entendra très fort. Et de grosses, effectivement, problématiques sont attendues demain. Donc assurez-vous que les écoles soient ouvertes, ce qui risque de ne pas être le cas. Et on enchaîne avec la 9e édition du Forum des étudiants sur le campus de Fouillol. Initié par le groupe Bernard Ayotte, ce rendez-vous vise à rapprocher les mondes de l'éducation et de l'entreprise grâce à des rencontres entre étudiants et cadres. De quoi obtenir des informations concrètes sur différents métiers, les moyens d'y accéder et les carrières potentielles. Regardez. C'est la 9e édition. Ce forum existe depuis 9 ans et chaque année on l'organise. Habituellement c'est en fin d'année. Cette année il y a eu un petit souci. C'est pour cela que sur le pôle Guadeloupe, on l'a organisé en tout début du mois de janvier. Alors cela consiste à rapprocher les entreprises des étudiants. On a une fondation avec GBH, le groupe Bernard Ayotte. Donc les entreprises sont là, mais il y a d'autres entreprises qui ne sont pas des entreprises du groupe Bernard Ayotte qui sont là aussi. Et les étudiants se déplacent au niveau des stands pour discuter avec les chefs d'entreprise de manière à avoir des réponses à leurs questionnements. Il y a des étudiants qui n'ont peut-être pas encore fait leur vrai choix, mais qui profiteront pour faire ce choix-là. Mais il y a des étudiants qui cherchent des stages aussi, c'est l'occasion d'être avec les chefs d'entreprise pour se présenter.
Nous avons créé donc une fondation commune avec l'Université Antilles, donc fondation UA-GBH. Et dans le cadre de cette fondation qui a maintenant plus d'une dizaine d'années d'existence, nous tenons tous les ans un forum qui relie donc à la fois l'université, GBH bien évidemment, et un certain nombre de partenaires, entreprises ou administrations, donc qui permet donc à ces deux mondes, l'entreprise et l'université, de se réunir au profit des étudiants et de l'insertion professionnelle des étudiants. C'est une excellente manifestation qui se compose de deux parties. Une conférence qui se fait en amphithéâtre, généralement faite par nos anciens étudiants, et cela permet à nos étudiants de voir qu'à l'université on forme des cadres, on forme des professionnels, et pour leur permettre aussi de vouloir être à leur place demain. Donc ce sont nos experts, et nos étudiants souhaitent aussi devenir experts. C'est la première partie. Et la deuxième partie, qui est la partie visite des stands, ateliers, il y a des ateliers aussi dans les amphithéâtres, qui est aussi intéressante, cette partie-là est très intéressante. Et je souhaite vraiment que ce forum continue, qu'on ne baisse pas les bras, qu'on l'améliore peut-être, mais que chaque année, qu'on puisse la faire vivre. Un reportage signé Michel Depape. Et retour maintenant sur cette rencontre autour de la parentalité à l'école Turenne-Thénard de Grandbois-au-Gosier. L'occasion d'échanger sur les repas, les jeux et le sommeil. Le reste en images. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'école de Grandbois, donc avec les parents des classes primaires, pour parler de tout ce qui est de la prévention au niveau alimentaire, prévention au niveau aussi de l'hygiène. Donc nous avons travaillé de manière en partenariat avec une diététicienne et un pédiatre qui est le docteur Perianet et Madame Baudouin, pour pouvoir justement accompagner les familles sur la manière qu'ils élèvent, qu'ils éduquent leurs enfants. À une époque où l'alimentation est là en abondance, depuis 25 ans, tout le monde surconsomme de tout, y compris de l'alimentation. En parallèle, il y a énormément de messages qui sont donnés. Il faut faire, il ne faut pas faire, il faut manger, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça. Donc si on peut aider à ce que la population mange mieux, tout en gardant du plaisir bien évidemment, mais en agissant aussi sur leur comportement, je pense que ça ne peut être qu'intéressant. Les thèmes principaux ont été l'alimentation, c'est le contenu de l'alimentation, les différents repas, comment faire, comment résister à toute la publicité pour faire en sorte que les enfants mangent le mieux possible, mais aussi respecter le rythme de vie d'un enfant, c'est-à-dire ses besoins en sommeil, ses heures de coucher, éviter les travers également, je l'ai déjà dit, de notre civilisation, les tablettes, les écrans de toutes sortes qui attirent les enfants. Il faut savoir que ces habitudes-là vont avoir des retentissements après sur leur concentration, sur leur scolarité, sur leurs méthodes éducatives, sur la façon de se concentrer sur leur travail. Ce fut un échange très agréable, étant donné qu'on a pu partager, on a pu poser des questions. J'ai beaucoup retenu par rapport à l'alimentation des enfants, donc bien faire attention à ce qu'ils doivent manger, le sucre, les jus. Donc les choses ont été vraiment énumérées et pour nous permettre de veiller au bien-être de nos enfants par l'alimentation. Et si vous voulez que vos enfants apprennent à consommer 100% local, eh bien n'hésitez pas à vous rapprocher de 100% ZEB. Et après 6 années d'économie drastique, la ville de Port-Louis revient à l'équilibre budgétaire. Un résultat obtenu également par des hausses importantes de la fiscalité supportée par les contribuables pendant au moins 3 années. De la bonne volonté qui sera récompensée puisque le maire s'est engagé à baisser les impôts pour revenir dans la moyenne départementale, ce qui est tout à fait normal. On écoute donc Victor Artin, maire de la commune, au micro d'Olivier Félix. C'est pour nous, pour la collectivité de Port-Louis. Après, je pourrais dire 6 années de sacrifice, c'est une très bonne chose. Je rends hommage aux Port-Louisiens, je rends hommage à mes collègues qui ont pu m'accompagner dans cette difficile mais noble tâche. Donc, je suis prêt aujourd'hui à pouvoir orienter la commune de Port-Louis dans d'autres directions. Je crois que c'est ce qui m'anime, c'est pouvoir gérer un bon père de famille, mais
si on est sorti du rouge, si on est revenu à l'équilibre, il faut quand même rester prudent. Il faut quand même faire, comme je dirais, mieux et ne pas dépenser n'importe comment et faire n'importe quoi. Je crois que c'est une leçon que j'ai apprise, je disais, de Feu Charles Edwige. Et aujourd'hui, il me plaît de mettre en application effectivement ces vertus que j'ai apprises et qui, je crois, doivent faire l'honneur à la commune de Port-Louis, mais aussi la fierté des Port-Louisiens. Parce que quand on est rigoureux, quand on est méthodique, quand on est pragmatique, et bien évidemment, on a des résultats. On a obtenu ces résultats, je l'ai dit, parce qu'il fallait augmenter les impôts. Le préfet nous avait exigé que ce soit plus de 50%. Après négociation, je dis, tiens, on a augmenté sur 3 années, en 2015, 2016 et 2017. Il n'y a pas eu d'augmentation ni en 2018, ni en 2019. Et aujourd'hui, je l'ai dit, je prends l'engagement de baisser s'il faut pour être dans la moyenne départementale. Donc, c'est un objectif qu'on se fixe aujourd'hui. Petit focus maintenant sur la nouvelle édition du Moule en héritage qui cette année revient avec une thématique forte, Jardin créole, richesse en nous. Plusieurs temps forts sont au programme comme la célébration des 100 ans du Mayolet, le retour aussi d'une collection archéologique, mais il y aura beaucoup de choses à voir. Moi je vous conseille d'y aller, on revoit le programme. Dans le cadre de Moule en héritage, nous avons fait revenir une exposition que nous avons présentée de mai à août qui s'appelle Liens caribéens ou Lionnage Pays la Caraïbe. Donc c'est une exposition internationale qui est présentée dans différents pays de la Caraïbe et que nous présentons ici dans le cadre de ce festival. Le thème de cette année, c'est Jardin créole, richesse en nous. Un thème bien ancré dans un territoire rural comme le Moule, avec comme marraine Madame Charlotte Boucher, qui est une marchande qui est restée quand même près de 70 ans sur le marché du Moule, avec comme produit issu de son jardin créole. Donc nous avons à côté de ça des associations qui vont présenter un programme riche comme les Mayolais qui vont fêter leurs 100 ans. Donc 100 ans de pratique du Mayolet, c'est une pratique unique en Guadeloupe, donc c'est à voir. Et puis c'est pas tout le temps qu'on a une association quand même qui résiste 100 ans dans de telles conjonctures avec des bénévoles. Nous avons aussi le 26 janvier notre traditionnelle journée à l'habitation Néon, lieu symbolique du Moule avec l'association Les Baroudeurs. Et justement, nous allons présenter un jardin créole spécialement conçu pour l'événement, avec autour de ça les stands, village des artisans, des producteurs. Voilà, donc il y a de quoi passer une journée agréable à Néron le 26 entre 8h et 17h. Nous vous attendons dans le cadre de Moule en héritage, mais pas que, parce que l'exposition à partir de février 2020 va partir en itinérance dans différentes villes de la Guadeloupe. Donc dans le principe du musée hors des murs, l'exposition ira au contact de la population. Nous allons commencer par les Abîmes, mais après nous irons à Fouillol, nous faisons les Saintes, Marie-Galante, la Désirade. Vraiment, l'expo, c'est la culture qui va vers les gens. Donc on vous attend toute l'année 2020 à la rencontre de Liens caribéens et de nos prédécesseurs, les Amérindiens. Le dernier temps fort, parce qu'il y a quand même 12 temps, mais les temps forts, le dernier c'est le 9 février avec le grand village, avec logiquement nous avons la messe du patrimoine, nous aurons la décoration qui sera remise par le maire à Madame Charlotte Boucher, et nous aurons l'après-midi notre traditionnel balade en charrette avec les associations, le défilé carnavalesque des associations, plus et pour terminer le bal public avec le groupe Module Plus cette année. Et on félicite encore Katharina Jacobson qui a été primée à l'échelle caribéenne pour ses recherches archéologiques. Et on se rend maintenant au MACT pour le décrochage de l'exposition temporaire Le Modèle Noir de Jéricho à Picasso, qui est l'exposition qui a connu un très grand succès. Je crois que c'est même la plus grosse exposition depuis l'ouverture du Mémorial ACT. Le reportage de Dylan Bégard. Aujourd'hui, nous sommes là pour voir un peu comment s'emballer les œuvres, parce que c'est le départ. Je dirais que nous sommes vraiment très très satisfaits de cette exposition qui a eu un énorme succès, plus que ce que nous espérions. Et nous sommes un peu tristes de le voir partir parce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient le voir. Vous avez vu un peu l'affluence qu'il y a eu ces derniers jours.
Bon, bien, l'heure est arrivée, il faut effectivement s'en rendre à l'évidence. Alors, un succès qui a été grandissant, en réalité, c'est l'exposition, ça a été très très timide au début, mais les gens se sont venus aussi les uns encouragés par les autres, et puis on a eu cette offre du MACT à 5 € en décembre. Donc un vrai succès qui a abouti à une fréquentation supérieure à 39 000 visiteurs. On est presque à 40 000 visiteurs sur cette période entre le mi-septembre et le 5 janvier, la clôture définitive de l'exposition, ce qui représente 2 fois la fréquentation qui avait été celle de Zoo Humain en 6 mois. Donc en 3 mois, on a fait 2 fois plus de visiteurs que Zoo Humain en 6 mois. Donc oui, je crois que ce succès est dû à la surprise, à la découverte d'une autre part de notre histoire, et tout cela par des peintures d'une qualité exceptionnelle. Ce que nous souhaiterons, c'est par la suite continuer à offrir aux Guadeloupéens, aux touristes, à notre jeunesse, de telles expositions, et de manière à ce que nous puissions vraiment vivre ce Memorial Act qui est vraiment lieu pour cela aujourd'hui. Nous nous sommes battus pour passer en établissement public. Aujourd'hui, un conseil d'administration présidé par Georges Bouédan et son vice-président M. Nelson, une équipe avec la directrice que nous avons dernièrement recrutée, Mme Resson, qui fait du bon travail. Là, nous continuerons à faire vivre ce Memorial Act et nous espérons aller encore plus loin, mais nous sommes vraiment très très satisfaits de cette exposition. L'idée est qu'en 2020, on travaille beaucoup sur l'exposition permanente, qu'on vous propose en gros une surprise chaque mois et l'exposition plus historique en fin d'année, parce qu'il nous faut du temps pour la préparer. On est obligé de relever le flambeau qui nous est passé là avec le modèle noir et arriver à vous proposer des œuvres d'une grande qualité aussi, avec un discours tout à fait intéressant sur notre histoire et nos sociétés. Et chaque année, la France produit 4,5 millions de tonnes de déchets plastiques par an. Et vu que l'on ne sait pas vraiment quoi en faire, eh bien, la plupart d'entre eux finissent dans les océans. Du grand n'importe quoi que le gouvernement tente de régler en partie en supprimant les sacs et autres couverts en plastique. Une démarche écolo, mais êtes-vous convaincus? On part pour le micro-trottoir de Stanley Manicor et Dylan Bégard. Je pense que c'est bien par rapport à l'environnement. Donc, il y aura moins de déchets plastiques qui seront lâchés dans la mer. Donc, ça permettra de protéger la mer, les poissons, enfin, tout ce qui habite dans l'eau. Et d'une part, c'est aussi bien parce que même dans la rue de Guadeloupe, il y a toujours des déchets plastiques, des pailles, des trucs du genre. Donc, ce sera mieux et puis, c'est bien en fait. Mais le truc, c'est est-ce que ça va être respecté? C'est ça le problème. Parce qu'il y a beaucoup de petites boutiques, de lolo, tout ça, qui ne sont pas vraiment surveillés. Donc, je ne sais pas si ça va être respecté, mais en tout cas, l'initiative, elle est appréciable, quoi. Ça va diminuer la consommation à court terme, mais ce n'est pas ça qui va changer la mentalité des gens. Ils vont toujours trouver le moyen de se polluer d'une autre manière, en fait. Donc, du coup, autant juste faire des campagnes de sensibilisation, enfin, du moins accentuer ça, plutôt que de se dire « Ah, on va interdire les pailles, on va être... » Faut pas déconner, quand même. Et je pense que c'est un peu tard. Ils ont fait ça un peu tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et effectivement, le plastique maintenant, au niveau des océans, on en retrouve une quantité énorme. Donc maintenant, je pense qu'on fait quand même un pas en plus pour protéger la planète, c'est déjà pas mal. Avec les progrès de la science, j'estime qu'on aurait déjà dû trouver des alternatives depuis bien longtemps. Et maintenant, après, si d'autres alternatives se développent, la chose à faire, ce serait de sensibiliser les concitoyens pour le processus de production et de recyclage pour qu'on n'ait pas les mêmes soucis et ne pas refaire la même erreur. Justement, que penses-tu des alternatives comme les pailles en carton et les cabas pour remplacer les sachets plastiques? Je pense que c'est déjà un bon début. Après, à voir dans le futur si ça fonctionne bien. Mais je pense que tous les petits pas sont bons à prendre parce qu'au final, on a vu qu'on a fait beaucoup de mauvais avec les dégâts du plastique. Donc, toute avancée est bonne à prendre pour moi. On a vu ce que ça a fait avec le plastique. Ce qu'il faudrait faire, c'est mieux après conditionner les cartons qu'on va utiliser ainsi que les cabas. Un cabas a une durée de vie, un carton aussi, et tout de suite le mettre d'un côté qu'il soit réutilisé, recyclé.
et ne pas faire la même erreur que pour le plastique qui n'était pas retraité. C'est une bonne solution. Après, je pense que ça va quand même polluer parce que bon, ça reste du carton. Au bout d'un certain moment, au contact de l'eau, ça va disparaître, mais ça reste quand même un polluant. Donc, il vaut mieux faire des pailles, par exemple, alimentaires, des trucs du genre. Et voilà. Moi, je pense que c'est des bonnes solutions, mais il ne faut pas qu'ils augmentent les prix. Hein. Parce que si c'est déjà qu'avant les sachets c'était gratuit, après ils ont commencé à mettre ça genre à 15 centimes. S'il faut mettre 30 centimes au plus pour avoir un truc en coton, je vais venir avec mon propre truc en plastique. Hein. Trouver des solutions, c'est bien, mais il va falloir résoudre le problème que pose le continent de plastique. Allez sur Internet, tapez le 7e continent, et donc sur le Pacifique, eh bien, il y a une étendue de plastique qui mesure 1,6 million de kilomètres carrés. Donc énormément de plastique à récupérer, il faudrait qu'on le tourne en ressources. Et notez que l'île de Puerto Rico a de nouveau été secouée par un séisme aujourd'hui, cette fois-ci de magnitude 4,9. Et même s'il s'agit d'une réplique, eh bien la fréquence de ces phénomènes, quasiment un par jour depuis 3 jours, et depuis le 28 décembre dernier, eh bien on est à près d'une dizaine, eh bien ces phénomènes naturels commencent à sérieusement inquiéter. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette Info 10. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10, c'est bien le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et dans un premier temps, je recevrai Léon Alain Chéral, qui est président de l'association 8 janvier 1454, qui marque la date de cette bulle papale qui bénissait finalement la traite négrière et l'esclavage. Et nous parlerons ici d'une grosse problématique qui se pose à la Chambre des métiers en se posant une question: qui veut la tête de Gabriel Foy, son nouveau président? Et avant cela, je dis bonsoir à Georges Merlot, bonsoir à Michel Guillolet, toujours connecté, bonsoir à Stanley Casimir, bonsoir à Georges Messager qui traduit des petits messages en créole de temps en temps. Mais là, il vous dit ce soir, coutez poutan, tente pour comprendre. Bonsoir à Winnie Kaona qui était connecté avec nous. Bonsoir Winnie, j'espère que tu vas bien. Bonsoir également à Bob Timo, notre collègue. Bonsoir à Fabien Nebo, toujours connecté et sur le pied de guerre. Il est toujours sur le qui-vive, Fabien Nebo. Bonsoir à Coralie Tulia. De rien pour les actus, c'est nous qui vous remercions de nous suivre. Bonsoir à qui d'autre? Bonsoir à Lié-Jojo, bonsoir à Silvio Compère, j'espère que tu vas bien Silvio. Bonsoir à Emmanuel Gustave, toi aussi, bisous bisous. Bonsoir à Marie-Hélène Borès, bonsoir à Ray l'anthropologue. Monsieur Otto, quand est-ce que vous revenez sur le plateau? On vous attend, donc je vais vous contacter très rapidement. Bonsoir à Steve Cabarus, oui, je détache la veste de temps en temps. Bonsoir également à Angèle Louvrier, à Alice Beaugendre qui est nouvelle parmi nous, donc bienvenue à vous. Et un dernier bonsoir pour Marie-Hélène Borès. Donc on se retrouve après la coupure pub. On parle dans un premier temps d'esclavage et après on parlera de la problématique de la Chambre des métiers d'artisanat de Guadeloupe. A tout de suite.